pour le rejeter, pour saboter la relation avant que lui ne me quitte. Pour arrêter de détruire votre couple, surtout si tu sens qu'il y a un fort potentiel d'évolution, mais juste que vous faites du surplace parce que vous êtes bloqué dans des conflits cycliques qui n'avancent pas. Il faut faire super gaffe avec ça. J'avais encore interprété avec un filtre. Donc la solution, c'est que quand tu entends l'interprétation diabolique, entraîne ton cerveau à trouver d'autres hypothèses non diabolisées. Les 5 choses qui tuent le plus la connexion dans le couple. J'ai passé une décennie à auto-saboter mes relations, à être froide, piquante, hyper exigeante, à tout remettre sur les épaules de mon partenaire quand j'étais pas bien dans ma propre vie, en lui reprochant de pas être assez là pour moi, de pas faire assez pour moi, de pas être assez démonstratif. Et j'avais un comportement de dragon tout en espérant qu'il soit proactif et attentionné avec moi. J'avais un comportement de dragon pour le rejeter inconsciemment, pour le quitter, pour saboter la relation avant que lui ne me quitte, pour ne pas vivre de rejet. Et aujourd'hui, je vais te donner les 5 comportements les plus courants, les plus vicieux et pourtant les plus destructeurs dans le couple. Alors bien sûr, hors relations toxiques et violences domestiques, évidemment. Pour que tu puisses les conscientiser et surtout stopper un maximum ces comportements au quotidien. Alors attention, la conscience c'est bien, c'est le premier pas, mais ça suffit pas. C'est l'action et la répétition d'un nouveau comportement qui déprogramme le circuit de neurones associé à ce comportement pour en reprogrammer un autre. Donc c'est l'action et la répétition d'un nouveau comportement qui déprogramme, reprogramme. Donc non seulement tu pourras voir clair quand le comportement malsain se pointe, mais surtout tu pourras agir pour faire différemment et arrêter de nourrir ce comportement-là, déprogrammer et faire autrement. Pour arrêter de détruire votre couple, surtout si tu sens qu'il y a un fort potentiel d'évolution, mais juste que vous faites du surplace parce que vous êtes bloqué dans des conflits cycliques qui n'avancent pas. Donc le premier comportement destructeur, c'est l'autosabotage pour valider une croyance. C'est attendre qu'il devine en commençant à faire quelque chose toute seule et en bouillonnant parce que ça confirme ma croyance négative. Ça confirme le « il s'en fout de moi » ou ça confirme la croyance de « encore une fois, je peux compter que sur moi-même ». Par exemple, ça m'était arrivé il y a quelques mois encore avec Pato. On avait commandé un meuble à chaussures. Et les jours passent, le carton reste dans l'entrée. Il prend pas le lead. Ça m'agace. Alors je décide de le faire toute seule. Et je dis rien. Juste, je prends le carton et je commence à faire. Lui, il était tranquille sur le balcon. Et j'attendais qu'il voie que je suis en train de le faire. Je me dis, bah, il est juste à côté de moi. On avait dit qu'on allait le monter à 2. Il voit que je suis en train de le faire. Il va tilter. Il va venir m'aider. Je voulais qu'il vienne de lui-même, qu'il voie que j'avais commencé et qu'il vienne m'aider. Mais ça, c'est de l'auto-sabotage. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu choisis pile le moment où il se détend dans le canapé ou qu'il n'est pas dans le même mood que toi, au lieu de lui proposer de faire ça, hey, est-ce que tu veux faire ça maintenant? Est-ce que c'est un bon moment pour toi? Ça te dit comme ça c'est fait? En gros, tu lui imposes. Parce que tu le fais et tu lui en veux de pas tout interrompre ce qu'il est en train de faire ou de pas interrompre son mode détente pour venir en gros à ton secours. Un jour, j'ai une coachée, pareil, elle me dit, on avait décidé qu'on allait ranger les décos de Noël ensemble. Les semaines passent, la déco de Noël reste dans le carton dans l'entrée, ça me saoule. Et un dimanche après-midi, je décide de commencer à ranger. Mais je lui dis pas. Lui, il était sur le balcon, à fumer sa clope. Il voit que je suis en train de ranger et il bouge pas. Il finit sa clope. Mais il continue d'être sur son tel au lieu de venir m'aider. Ça bouillonne. Je me dis, il s'en fout de ma tronche. Il voit très bien que je suis en train de ranger. On avait dit qu'on le faisait ensemble. Il vient pas m'aider. C'est qu'un égoïste. Comme d'habitude, c'est moi qui fais tout ici. Donc là, elle était clairement en train de consolider et de confirmer ses croyances. Qu'est-ce qui se joue vraiment? Il fume sa clope sur le balcon. Et c'est précisément là qu'elle décide de commencer à ranger. Pourquoi pas commencer quand il est dispo? Ou pourquoi pas tout simplement lui dire « j'ai envie de ranger la déco, ça te dit qu'on le fasse ensemble quand tu finis ta clope ?» Non. Parce que son subconscient cherche à ce moment-là à valider ce qu'elle croit.
Ton subconscient, c'est ton meilleur soldat. Il va toujours chercher à valider ce que tu crois. Il cherche le connu, la zone de confort, même si c'est pas du tout confortable parce qu'au final, ça crée des disputes. Pour lui, c'est sa zone de confort, c'est ce qu'il connaît. Donc si tu te répètes tous les jours, c'est moi qui fais tout ici, tu vas sans t'en rendre compte créer des situations pour que ce soit vrai, pour confirmer ce que tu crois dans le fond en background. Et derrière, tu te dis, tu vois, j'avais raison. Donc la solution ici, ça va être quand tu voudrais qu'il fasse quelque chose comme toi, verbalise au lieu de le faire toute seule en silence, en ruminant, en bouillonnant, parce qu'il vient pas. Déjà, ça va t'éviter à toi de ressentir de la colère. Tu te préserves toi, tu préserves ta paix, tu préserves ton système nerveux. Et puis aussi, si je décide de le faire sans proposer, sans lui demander si c'est un bon moment pour lui, ben au final, j'impose. Parce qu'il a le droit de pas avoir envie de ranger la déco un vendredi soir à 19h, il est rincé de sa semaine, il a le droit. Pourquoi c'est ma décision de le faire maintenant qui doit être respectée? Si je ne propose pas mais que j'attends de lui quelque chose, en réalité j'impose. Deuxième comportement destructeur dans le couple, c'est les interprétations négatives. La petite voix dans ta tête qui interprète négativement, je l'appelle morticia. Donc c'est cette voix un peu diabolique qui va influencer au quotidien ce qui se passe dans ta vie, qui va t'influencer, qui va tourner et diaboliser les raisons pour lesquelles l'autre agit ainsi. En gros, c'est un filtre que tu as dans les yeux, issu de toutes les expériences négatives du passé. Je te donne un exemple. Un jour, je vais au café en bas de chez moi et j'y vais avec Oscar, mon chien, mon livre préféré. J'adore faire ça, vraiment aller au café toute seule le samedi matin quand Pato il est au travail. Moi, c'est mon moment. J'y vais avec Oscar, un bouquin, aussi mon petit cahier d'écriture pour faire mon journaling. C'est mon moment à moi. Et j'arrive, je m'installe, je commande un petit café. Et là, je suis plongée dans mon livre. Et il y a un petit papy asiatique qui arrive à côté de moi et qui vient s'asseoir sur la table d'à côté. Et là, il me demande qu'est-ce que je lis. Donc, je lui explique. On commence à discuter. On parle en anglais, évidemment. Je suis à Sydney. Et lui, il avait un accent asiatique. Moi, j'ai un fort accent français. Et donc, on se fait répéter plusieurs fois les choses. Tu vois, mais on arrive à communiquer, mais c'est, voilà, on se fait répéter souvent les choses. Et là, il me dit, j'ai écrit un livre. Je lui dis, waouh, mais c'est fantastique. C'est quoi? De quoi ça parle? Et là, d'un coup, il prend son téléphone. Il arrête de parler. Et il commence à être sur son téléphone. Là, moi, je me dis, bon, bah, ok, c'est que mon accent a dû le saouler, à force de répéter. Ça doit être dur pour lui de comprendre. Du coup, il lâche l'affaire, quoi. Donc bon, je le prends personnellement, en gros. Et je retourne dans ma lecture. 10 minutes après, il me tend son téléphone et il me dit « Je suis désolée, j'ai mis du temps à retrouver, mais voilà l'article qui parle de mon livre. » Et là, grosse claque dans ma tronche. Parce que pourtant, tous les jours, je fais attention, mais on reste des êtres humains et les filtres sont tout le temps là, tout le temps dans nos pattes. Il faut faire super gaffe avec ça. J'avais encore interprété avec un filtre et je l'avais pris personnellement. Je m'étais dit que c'est mon accent qui dérange parce que c'est un filtre que je me répète parfois, souvent au quotidien. Donc il a ressurgi là. C'est lié au premier, hein, les croyances. C'est que mon subconscient a voulu confirmer ma croyance. Or que c'était pas du tout le cas. Il est en train de scroller, de chercher, de galérer à trouver l'article sur le téléphone. Dans le couple, c'est exactement pareil, c'est même encore pire. Parce que on interprète selon les blessures, les croyances, les rancœurs. Si ça fait longtemps que tu te répètes, de toute façon, il s'en fout de moi, c'est moi qui fais tout ici, bah ça devient ta réalité. Donc la solution, c'est que quand tu entends l'interprétation diabolique, quand tu arrives à entendre la petite voix dans ta tête, entraîne ton cerveau à trouver d'autres hypothèses non diabolisées. Entraîne ton cerveau à ne pas le prendre personnellement. Par exemple, là, j'aurais pu me dire non Margot, c'est sûrement pas ton accent. Certainement, peut-être que il perd un petit peu la boule et qu'il a oublié, c'est un vieux petit papy, peut-être que il n'a pas entendu aussi la fin de ta phrase, peut-être qu'il a des problèmes d'audition, au lieu de le prendre contre moi et de me dire que c'est mon accent le problème. Troisième comportement destructeur, communiquer par des pics ou du sarcasme. Ça donne des trucs du style bah viens pas m'aider surtout, ou ça va, je te dérange pas, ou ça serait trop te demander de venir m'aider. Ça, c'est pas communiquer, c'est attaquer sans assumer. En gros, j'assume pas de te demander clairement de venir m'aider, donc je vais te lancer des pics pour que tu comprennes. Et comme ça, je reste dans un rapport de force et j'ai l'impression de ne pas baisser la culotte. Sauf que
ça crée forcément des tensions, des conflits, l'autre ne comprend pas ou a encore moins envie de t'aider. Ça va créer de la fermeture, de la défensive, parfois même du rejet. C'est ce que Sue Johnson appelle les dialogues du démon. Tous ces échanges-là où chacun se protège, on attaque, ça tourne en boucle. Au lieu de formuler en pic, soit simple. Là, j'ai besoin d'aide. Ça me ferait plaisir qu'on le fasse ensemble. Quatrième comportement destructeur, c'est se laisser aller. Ça, c'est pas forcément quelque chose d'auto-sabotage, c'est plutôt quelque chose qui est vicieux parce qu'on le voit pas venir. On se laisse un petit peu aller, on est en mode claquette chaussettes, parce qu'on se dit qu'on se connaît depuis longtemps, donc on arrête de faire en gros des efforts vestimentaires ou physiques ou voilà, d'aller aux toilettes pour péter, on pète enfin, c'est bien, hein, on se dit qu'on se connaît par cœur et tout. Toutefois, ce qui faisait au début que vous étiez autant dans la passion aussi, c'était ce petit brin de mystère. J'idéalise l'autre parce que je le connais pas totalement. Alors là, le but, c'est pas de créer du mystère parce que évidemment vous vous connaissez par cœur. Par contre, c'est de remettre de l'intention, de remettre de l'effort et de l'énergie dans comment je me montre à l'autre. Alors je parle de l'hygiène, je parle voilà, de prendre une douche par jour, on rentre du sport, bon bah j'ai la flemme de reprendre une douche. Voilà, c'est par exemple se faire super beau ou super belle parce que j'ai un rendez-vous pro important. Par contre, quand on sort au resto tous les deux, j'y vais en claquette chaussette, quoi. On croit que c'est des détails, mais en fait, c'en est pas du tout. Ça envoie des signaux à l'autre. Quand on se met sur son 31, on envoie le signal à l'autre. Tu comptes pour moi, j'ai envie de te plaire, j'ai envie de te séduire, j'ai encore envie de faire des efforts pour nous. C'est pas une question de perfection, c'est une question d'intention. Donc la solution ici, c'est de remettre de la séduction volontairement, remettre de la drague, avoir envie de plaire à l'autre, même après des années ensemble. Alors le pilou-pilou du soir, je sais qu'il est archi confortable et franchement, je plaide coupable. Je plaide 100% coupable. Je sais que on est fatigué de sa journée, on a envie d'être à la cool à la maison, mais peut-être que le pilou-pilou, bah, c'est pas tous les soirs. Et cinquième comportement destructeur, la présence partielle. L'une des choses qui bousille le plus nos couples modernes, tu l'as peut-être dans tes mains si tu me regardes sur le téléphone, c'est ces petites boîtes noires. Les téléphones sur lesquels on est tellement absorbés qui peuvent vraiment devenir des sources d'addiction non conscientisées la plupart du temps parce que tout le monde l'a tout le temps dans les mains donc on se dit que c'est normal. C'est comme quand les paquets de cigarettes sont sortis, au début on se disait bah c'est pas une addiction, tout le monde fume, c'est pas grave. Puis après on s'est rendu compte des effets sur le cerveau, sur la santé, sur les poumons, on s'est dit c'est pas ouf. Voilà, donc on devient tellement absorbé par ces petites boîtes noires qu'en fait on est physiquement là, mais la tête est plus là. On va écouter sans vraiment écouter. Vous êtes sur le canapé, tu lui parles de ta journée et là tu as le droit à un Hmm, hmm. Et Esther Perel appelle ça the ambiguous loss. C'est un concept qui avait été popularisé par Pauline Boss. C'est en gros cette forme d'absence invisible. T'es là, mais t'es pas là, comme diraient les tuches, quoi. C'est cette sensation que le corps est là, mais le mental, il est parti dans une autre dimension. Et ça crée une déconnexion énorme, parce que ce dont on a le plus besoin dans une relation, c'est pas juste la présence physique, c'est une présence émotionnelle. C'est se regarder dans les yeux, c'est s'écouter vraiment. C'est retenir ce que l'autre a dit, s'intéresser à ce que l'autre dit, rebondir sur ce qu'il vient de dire. Même juste 10 minutes, mais 10 minutes où on met vraiment de l'énergie, de la conscience. En gros, on sort les doigts des fesses, quoi. On n'est pas relax à écouter à moitié. On met une vraie intention dans la conversation, on rebondit sur ce que l'autre dit, on est dans l'écoute active. Et la vérité, c'est que la connexion, elle disparaît pas d'un coup. C'est beaucoup plus vicieux. Elle se perd dans les micro-moments volés du quotidien. Ce que John et Julie Gottman appellent les micro-appels à connexion. Quand, par exemple, il te dit « Oh, regarde, ça c'est trop drôle » et qu'il veut te montrer peut-être une vidéo sur le téléphone, mais dans le but de connecter avec toi, et que tu réponds pas ou à moitié. Ou alors que toi, tu y vas et tu dis « Ah, faut trop que je te raconte ce qui s'est passé aujourd'hui » et qui va t'écouter d'une oreille tout en jouant avec le chien, par exemple. C'est exactement là que la connexion s'entretient dans ces micro-moments-là. Et John et Julie Gottman ont montré que les couples les plus épanouis sont les couples qui répondent mutuellement à plus de 80% à ces micro-appels à connexion. Donc la solution que je vous donne ici, c'est de créer des no-phone time et des no-phone zones. C'est-à-dire que, par exemple, des no-phone time,
Au moment où on rentre du boulot et qu'on se dit comment s'est passée la journée, on lâche les téléphones pendant 10 minutes et on connecte, on s'est pas vu toute la journée. No phone zone, la cuisine au moment, où on dîne quoi, quand on est sur la table de la cuisine, il y a pas de téléphone sur la table. Donc c'est vraiment s'imposer des endroits ou alors le soir quand on est dans le lit, il y a pas de téléphone. Des endroits et des moments où on n'a pas le téléphone. Et aussi, pourquoi pas, des jeux de cartes. Je te mets dans la description de la vidéo un code promo pour le jeu Cœur à Cœur qui te permet d'économiser 10 € et ce genre de jeu de couple permettent vraiment de redevenir curieux de l'autre, même après 10, 15, 20 ans de relation. J'ai des couples qui utilisent la méthode Cœur à Cœur qu'on offre, quand, chaque coachée rejoint le programme de coaching, elle a sa boîte de jeux Cœur à Cœur et il y a des couples, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, la moitié des questions de la boîte, ils se les étaient jamais posées. Donc c'est remettre de la curiosité et de l'énergie parce que souvent c'est une question de flemme. On se dit c'est bon, on se connaît depuis 10 ans, on se connaît par cœur, il y a pas besoin de tailler la bavette ce soir, je suis crevée, j'ai juste envie d'être relax, de laisser mon cerveau, aller, en phase d'hypnose là sur le téléphone. Mais l'amour ça s'entretient. Même avec nos animaux, on le voit bien. Plus tu donnes du temps, plus tu donnes de l'attention à ton animal, plus tu renforces la connexion avec. Et on ne peut pas espérer, avec un chien par exemple, qu'il nous aime, qu'il nous écoute, qu'il réponde à nos appels, si on ne prend jamais le temps de jouer avec lui au parc, si on ne prend pas le temps de lui parler, on ne prend pas le temps de lui apprendre des tours, il y aura peu d'interaction. Donc dans le couple, c'est la même chose. J'espère que ces 5 questions t'ont apporté de la conscience et surtout des pistes pour faire différemment, surtout le comportement qui change quand on se force à faire différemment et qu'on répète de nouveaux comportements. Like, commente et abonne-toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.